Salam alaikum. Donc, je suis Madame Lamia Khouja, je suis psychologue clinicienne. Très ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première journée de l'association. L'association de médecine psychosomatique à Oujda. Vraiment, on est très ravis d'être à Oujda pour cette association parce que je pense que c'est la première fois dans la région orientale qu'on a mis l'action sur le côté psychologique et psychiatrique dans la somatisation et dans les maladies somatiques. Vraiment, c'est très, très, très intéressant. On doit se féliciter pour ce gain d'avoir cette association ici à Oujda. Donc, à l'instar de mes collègues, donc ma présentation va parler de l'impact des facteurs psychologiques et je me trouve et je m'estime heureuse parce que tout ce que je vais dire a été déjà approuvé par les précédentes interventions. Toutes les interventions, ils ont parlé du côté psychologique, la part dialogue, l'importance du dialogue. Donc, tout ce que je vais dire, elle est déjà approuvée. Donc, parler des facteurs psychologiques, la liste est loin d'être exhaustive parce qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, comme a dit Dr Barimi au départ, c'était très difficile de choisir un tel facteur, de parler un tel facteur et de ne pas parler de tel facteur. Mais j'ai essayé de parler des facteurs qui sont assez en commun entre plusieurs patients et aussi de la pratique, de ma modeste pratique. Donc, je vais commencer déjà par la dimension psychologique du corps. Alors, au départ, avec les médecins grecs et surtout avec les philosophes grecs, parce que le médecin, auparavant, il était à la fois un philosophe, à la fois un médecin, à la fois un physicien, à la fois un chimiste. Ils ont déjà pris conscience de l'importance de cette dimension, de cette unité entre le corps et le psychisme. Mais avec avec la période de la rationalisation ou la Asr Nahda, là où tout est devenu rationnel, tout est devenu scientifique, on a commencé à dire non, il y a une dichotomie. Donc, il y a le cerveau et il y a le psychisme et il y a le corps. Alors, j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas fait attention avant, mais quand j'étais assise là-bas, j'ai beaucoup aimé cette petite image, cette petite photo-là, parce qu'on dit une photo vaut 1000 mots. Donc, j'ai beaucoup aimé ce mariage entre le cerveau et le corps. Pour le cerveau, ça représente le psychisme, le cœur, ça représente le corps, le soma. Et on peut avoir, par exemple, le foie qui ne fonctionne pas bien, les reins ne fonctionnent pas bien, mais quand le cœur ne fonctionne pas bien, on n'a plus de somatique. Donc ce mariage, cette photo, c'est très symbolique, c'est très, très représentatif. Alors, l'état humain, comme a dit Dr Zakaria tout à l'heure, on ne peut pas prendre soit le psychisme, soit le corps. C'était une unité. Alors, dans ça, il y avait une problématique. Alors, la psychosomatique est venue pour régler ce problème-là. On ne peut pas prendre la pathologie ou la maladie, soit comme corps, soit comme psychisme. Donc, la psychosomatique a fait ce joli mariage entre le psychisme et le corps. Donc, c'est quoi un facteur psychologique? Les facteurs psychologiques se réfèrent à tout ce qui peut nous influencer dans nos modes de pensée, de se comporter, de percevoir les choses. Donc là, donc on peut on peut le faire comme un facteur, la prendre comme un facteur psychologique. Donc, comme j'ai dit au début, les facteurs psychologiques, la liste elle est loin d'être exhaustive, mais on doit déjà commencer par la première étape de nous tous, c'est l'enfance. Alors, on ne peut pas parler de l'enfance sans parler de notre attachement, parce que l'attachement, c'est un facteur primordial, c'est un facteur élémentaire qui peut soit aggraver, soit améliorer les symptômes médicalement inexpliqués. On se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire un attachement? Donc, un attachement, c'est le lien émotionnel et comportemental qui se forme entre la maman et son bébé. Alors, si on a un attachement insécure, si on a un attachement, c'est-à-dire la maman, il n'a pas su comment rendre sa présence sécurisée pour son enfant. Parce que quand on parle d'un attachement sécurisé, c'est-à-dire que l'enfant, il arrive plus tard à incorporer, à incorporer la présence de sa maman. Cette incorporation de cette présence de sa maman, ça va lui donner la sécurité déjà pour aller vers l'extérieur, pour aller découvrir le monde extérieur et le monde intérieur. Alors quand je n'ai pas cette capacité et quand j'ai des symptômes, j'ai une maladie, alors je ne peux pas aller envers moi-même pour faire l'autodiagnostic, si je peux dire, et pour savoir ce symptôme, c'est à cause de quoi. Donc, on a l'attachement, on a
comme je viens de dire, l'enfance. L'enfance, c'est comme, si je peux dire, c'est le socle ou c'est la base de le développement psycho-affectif de chacun de nous. Donc, si je vous pose la question, شنو هما الحاجات اللي كتعقلوا عليهم في الطفولة بزاف؟ غتعقلوا على لي زيكسبيريونس اللي دوزتوا مع والديكم، سواء لي زيكسبيريونس اللي كتكونوا فرحتوا فيهم بزاف ولا لي زيكسبيريونس اللي كتكونوا بكيتوا فيهم بزاف. Alors, ديك l'adaptation مع هاد لي événements اللي عشناهم, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens ou des personnes qui arrivent facilement à dépasser les traumatismes, à dépasser l'attachement insécure, et il y a des gens qui vont garder ça, ou un facteur déclencheur ou aggravant des symptômes médicalement inexpliqués. On a les traumatismes d'enfance, comme je viens d'expliquer. Donc, les événements de vie, il y a une partie qui est en relation avec l'enfance, mais à force de se développer, de grandir dans la vie, on peut toujours avoir des expériences, avoir des traumatismes. Alors, les événements traumatisants et stressants, ils peuvent déclencher ou aggraver les SMI. Des études ont montré qu'il y a une forte corrélation entre le vécu de la personne et les symptômes médicalement inexpliqués. Donc, comme un autre facteur psychologique, ce sont les traits de la personnalité. Alors, les traits de la personnalité, ils peuvent soit aggraver la situation, soit être un facteur déclencheur. Donc, j'ai essayé de parler un petit peu des traits de personnalité qui sont vraiment les traits connus ou qui peuvent déclencher les SMI. On a le trait névrotique. Donc, les traits névrotiques, donc on peut parler dans les traits névrotiques comme la dépression. Donc, une personne dépressive, il peut avoir des symptômes médicalement inexpliqués, comme c'est فهاد لي تري هذا سي كوم كنقلب على واحد العلاقه داكوغ باش نكسبريمي واحد ليطا اللي انا ما عجبانيش. دونك او ليو دو سو فوكاليزي سور ما ديبرسيون جو في مو فوكاليزي على هاد لي سيمبتوم اللي راهم عندي داكوغ. دونك هنا باش كيجي comme c'est déjà dit, l'intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire entre le somaticien, si je peux dire, c'est le médecin, et le psychiatre et le psychologue. On a un autre trait de personnalité qui peut être un facteur déclencheur ou aggravant, c'est le trait de personnalité histrionique. Cette personnalité histrionique, il cherche toujours à attirer l'attention. Donc, elle va se focaliser à les symptômes parce qu'elle cherche l'attention du médecin. Donc, il va multiplier les visites chez les médecins, les consultations, mais c'est juste pour attirer de l'attention. On a aussi un trait obsessionnel compulsif. Donc, les gens qui ont ce trait de personnalité, ils vont se focaliser sur chaque détail, sur chaque douleur, sur chaque perception d'un symptôme, comme on a vu avec le docteur sur la douleur. On a aussi un trait d'anxiété. Donc, les gens qui ont une personnalité avec ce trait d'anxiété, ils vont avoir une hypersensibilité aux sensations corporelles, ce qui peut manifester par des symptômes physiques sans cause. On a aussi le trait de personnalité dépendant. À titre d'exemple de ce trait de personnalité dépendante, j'avais une cousine, et vraiment, elle multiple les visites chez le docteur. Et à chaque fois, je lui dis, Sakina, pourquoi quand tu me chez le médecin, donc, elle cherche toujours de l'attention, mais avec le grand miracle, tout était disparu. Il a trouvé à qui être dépendante, donc ça y est. Donc, on a des croyances et attitudes aussi qui peuvent être un facteur déclencheur ou aggravant dans les SMI. On a les croyances sur la maladie. Les croyances sur la maladie peuvent influencer la manière dont les symptômes sont perçus et interprétés. Par exemple, si une personne a une croyance profonde selon laquelle les maladies physiques sont toujours graves et nécessitent une attention médicale immédiate, elle peut être plus susceptible de réagir de manière excessive, intense à des symptômes mineurs et de le considérer comme des facteurs ou des signes de maladies graves. On a aussi les attitudes envers la santé, parce que si je comprends, là, si je me dis, voilà, donc, ma كاينش دواء في الفوجدة surtout, ما كاينش les médecins, ما كاينش هذه, لا ما كاينش المرض, ما كاينش, donc, هاد l'attitude هذه envers les médecins, envers la santé, elle aussi, il peut aggraver. On a un facteur aussi qui est très important, c'est l'effet de groupe. Donc, l'effet de groupe, ça se manifeste, par exemple, les collégiens ou les lycéens. Donc, il peut juste une amie dans la classe, elle a eu une maladie ou une migraine, ou le groupe chef, il attire l'attention, il bénéficie de l'affection, soit au sein de la famille ou au sein de l'école. Donc, il y a un syndrome médicalement inexpliqué chez les autres.
On a un autre facteur qui est la culture. Donc, la culture aussi, il peut jouer un rôle élémentaire dans le sens, on a la culture du suhour. Donc, il peut avoir un symptôme médicalement inexpliqué, mais le patient, il ne va pas accepter que c'est psychique ou psychiatrique. Non, rani mshour, rani mskoun, la rajl li kiyhdar, rajl li kiydir li had la douleur, rajl li kiyawjni, etc. Donc, on a aussi la motivation, et la motivation dont a parlé tout à l'heure le docteur Habiba, parce que cette patiente, et comme a dit le docteur Zakaria, quand même, elle s'est déplacée. Rahnad, ou mchal عند الطبيب, ou taxi, ou l'agent pour une consultation. Donc, il a une motivation pour faire ça. Cette motivation, il peut être lié le vécu de la personne, il cherche de l'attention, il cherche par exemple de l'affectivité, il cherche de la figure de sécurité, les parents dialo. Donc peut-être c'est aussi le besoin de soulager une détresse émotionnelle, parce qu'on dit souvent que la personne qui a l'émotion qui sera incapable, il va développer un symptôme médicalement inexpliqué, on va la voir après. Donc ou là l'obtention de certains avantages. وهذا كنشوفوه عند الدراري الصغار. Donc انهم le fait d'être malade, ça attire l'attention des parents, ça attire l'affectivité des parents aussi. Donc on a les émotions. Donc les émotions, on dit souvent, par exemple, quand on, يعني في le langage de la courant, quand on j'arrive pas à digérer cette expérience, j'arrive pas à digérer cette peur, j'arrive pas. Donc le fait de ne pas arriver à digérer une émotion, ça peut être fait par une conversion des émotions en symptômes physiques. C'est-à-dire avec le symptôme physique, il devient comme un écho de l'émotion qu'on n'a pas arrivé, avec l'expérience qu'on n'a pas à digérer. On a un facteur de déclenchement émotionnel. Donc les émotions, ils peuvent eux aussi déclencher un symptôme médicalement inexpliqué, c'est-à-dire une colère que j'arrive pas à exprimer, une tristesse, un deuil, etc. Donc, et là, on rentre dans un cycle émotionnel somatique, c'est-à-dire il y a une émotion qui va déclencher un symptôme somatique. Le symptôme somatique, lui aussi, on va enrichir ou là, on va aggraver l'expression de l'émotion que je n'ai pas pu verbaliser, et c'est vice-versa. Donc, on a le stress. On a vu dans les précédentes présentations, on a beaucoup parlé de stress. Le stress, qui en fait, c'est un mécanisme psychologique et physiologique pour faire face à une situation qu'on doit s'adapter. Là, quand on est dans un stress aigu, c'est bien, mais quand on vient à un stress chronique, on est dans l'épuisement, et le stress, il devient néfaste pour le corps humain, pour le soma et pour le psychisme, et peut être un facteur déclencheur de symptômes médicalement inexpliqués. Donc le stress chronique ou aigu peut influencer la santé physique et mentale, et elle est souvent impliquée dans l'apparition et la persistance des symptômes de maladies inexpliquées. Il peut avoir aussi un impact sur divers processus physiologiques. Il peut également affecter la perception de la douleur, la régulation de l'humeur et la fonction cognitive, ce qui peut contribuer à l'expression des symptômes et syndromes de maladies inexpliquées. Peut entraîner aussi des comportements d'adaptation maladaptatifs, tels que le recours à des stratégies d'évitement, la surutilisation des services médicaux et une détérioration des habitudes de vie, ce qui peut aggraver les symptômes et perpétuer le cycle des symptômes médicalement inexpliqués. On a vu tout à l'heure, je pense, dans la présentation de Dr Al-Madani, comment le stress et comment les symptômes médicalement inexpliqués, ils peuvent augmenter le taux d'absentéisme. Peut-être que je suis dans un service, je ne suis pas bien, je fais beaucoup un stress, vraiment un stress chronique. Donc, je vais développer des symptômes médicalement inexpliqués. Ça sera bénéfique pour moi. Et comme ça, le stress il sera un facteur de ce symptôme. La personnalité alexithymique, donc les personnes présentant une alexithymie ont souvent du mal à reconnaître leurs émotions et à les différencier des sensations corporelles, ce qui peut aggraver ou déclencher les SMI. L'exploration de l'alexithymie et l'apprentissage de stratégies pour reconnaître et exprimer les émotions peuvent être bénéfiques pour mieux comprendre et gérer ces symptômes. Alors, la place des psys, j'aimerais bien attirer l'attention, avant de parler de place des psys, sur l'annonce. Sur l'annonce, comment annoncer à un patient, t'as rien,
c'est psychique, c'est psychiatrique, tu dois aller consulter. Parce que l'annonce en elle-même, il peut constituer une détresse émotionnelle, parce que le patient, il cherche une réponse. Alors, quand avec le patient, il fait maintes tests, les IRM, et il ne trouve pas d'explication, et le médecin, il vient, il lui affronte comme ça, t'as rien. Qu'est-ce que la réaction du patient? Parce que pour lui, ce n'est pas une douleur imaginaire, c'est une douleur réelle. Et là, j'ai la place de l'empathie. Donc, la qualité de l'annonce, je pense, elle ne doit pas être réalisée jusqu'à la fin. On a épuisé tout ce qui est somatique, et là, on peut aller dire, voilà, c'est psychiatrique. Donc, je pense, puisqu'on parle souvent de l'unité corps-esprit, le psychisme et le somatique, donc la démarche doit être instaurée implicitement dans la consultation dès le départ. Donc dès le départ, l'entretien avec le patient, je peux inséminer implicitement, donc on va faire une investigation somatique, ou si on ne trouve rien, on doit compléter par une investigation psychiatrique, comme ça le patient il n'aura pas cette émotion ou ce sentiment d'abandon, d'être rejeté. Donc, il est important de noter que les symptômes et les syndromes médicalement inexpliqués ne sont pas le fruit de l'imagination ou de la simulation, mais ils ont une base réelle pour la personne qui y ressent. Donc, on doit être très empathique avec les patients. La compréhension des facteurs psychologiques sous-jacents peut être cruciale pour le diagnostic et le traitement approprié. Une approche multidisciplinaire impliquant des professionnels de la santé mentale et physique peut être nécessaire pour aider des personnes atteintes de ces symptômes à gérer leurs symptômes et améliorer leur qualité de vie. Une approche empathique et centrée sur le patient peut favoriser une meilleure compréhension et une prise en charge appropriée. Parce que c'est très important de se poser la question, mais quelle est la motivation de ce patient? Parce que ce symptôme, il est médicalement inexpliqué, mais il y a une souffrance derrière. Mais qu'est-ce qui se motive ce patient à être dans cette situation-là? Le fait de chercher cette motivation, ça relève le voile sur les facteurs psychologiques. Donc, la prise en charge, elle peut être à la fois par le psychiatre et par le psychologue. Des techniques de gestion du stress, la thérapie cognitivo-comportementale, la relation, la psychoéducation et d'autres interventions visant à réduire l'anxiété, la dépression et les problèmes émotionnels connexes. L'objectif est d'aider les patients à mieux gérer leurs symptômes, à améliorer leur fonctionnement quotidien et à favoriser leur rétablissement global. Il y avait une phrase qui était mentionnée presque dans toutes les présentations, c'est que le patient il refuse d'aller voir le psychiatre. Alors savez-vous pourquoi le patient il refuse d'aller voir le psychiatre? Pourquoi? Donc on explique au patient, entre guillemets, t'as rien, donc tu dois faire une autre investigation. Mais le patient il refuse d'aller voir le psychiatre. Pourquoi? Pour moi, le patient, malgré que ce symptôme il est médicalement inexpliqué, avec ce symptôme-là, il est arrivé à construire un équilibre sur un déséquilibre. Le fait d'aller chez le psychiatre, c'est comme il va déconstruire cet équilibre qui était construit sur un déséquilibre. Pour lui, il a trouvé une façon pour gérer son stress, pour colmater une expression, pour oublier un traumatisme. Le fait d'aller chez un psychiatre, donc il préfère être le soma parce que un mal somatique c'est un mal visible, mais un mal psychique c'est un mal invisible. Donc, parmi les thérapies qu'on peut faire pour une prise en charge meilleure pour ce type de patients, c'est la TCC. Alors, comme a dit Aaron Beck, il y a un schéma. Donc, s'il y a toujours une situation qui peut provoquer une pensée, la pensée, elle peut provoquer l'émotion, et l'émotion, elle peut provoquer un comportement. Donc, dans ce schéma-là, je me souviens d'une patiente, la patiente qui a toujours des douleurs abdominales. Je ne sais pas, est-ce que c'était le côlon irritable ou quoi, mais elle est venue en consultation pour des douleurs abdominales, là où le médecin il a dit t'as rien, on a fait tout, c'est rien. Donc en travaillant et en cherchant quel est le facteur psychologique qui a pu déclencher ce symptôme médicalement inexpliqué, on a revenu à l'enfance. Donc la petite fille, elle avait des parents trop sévères, ils ne donnent pas l'affectivité, l'affection, ils ne remplissent pas leurs besoins affectifs dont il avait besoin. Donc qu'est-ce qu'il a développé? Il a développé le fait il m'a dit que c'est comme ça l'expression d'elle, le fait d'être sévère, flippini
punition ديالهم, je fais semblant d'être malade. Alors le fait de faire semblant d'être malade, qui dit on est la clinique, كتبقى عند راسي كيجيبوا لي دانون كيتهلاو فيا, donc c'était comme انها ملي كيولي هذاك le seuil de punition ou là هذاك le seuil de sévérité intolérable, elle tombe dans un symptôme médicalement inexpliqué pour attirer l'attention et pour bénéficier de l'affectivité de ses parents. Donc là, la patiente, elle a commencé à prendre conscience que ce n'est pas une solution, d'accord? Donc elle doit développer d'autres stratégies. Donc on a la thérapie psychodynamique. Donc la thérapie psychodynamique qui est mais d'abord on a une psychanalyse contemporaine. La psychanalyse contemporaine de nos jours, l'ancienne psychanalyse cherche toujours dans les stades libidinaux, dans les conflits sexuels de l'enfance. Maintenant, on s'intéresse beaucoup à ce qui est passé dans la petite enfance, la relation de la maman avec ses enfants, les vécus, les expériences, pour voir où est le problème, pourquoi la personne elle est comme ça ou là elle réagisse d'une telle manière. Donc là, comme on dit, il y a toujours une structure et il y a toujours une conjoncture. Alors dans la psychanalyse, il y a une structure, il y a le moi, le ça, le surmoi, il y a le conscient, l'inconscient, etc. Là, c'est une structure. Mais la structure, elle peut être équilibrée, elle est bien faite, mais parfois, quand il y a la conjoncture, quand il y a un événement traumatisant, je ne peux dire que la structure, donc le patient يفهم ce qui se passe dans la vie ديالو ou comment elle peut sortir de la situation. On a la thérapie des schémas. La thérapie des schémas, ce sont des schémas qui sont responsables de la mise en place de stratégies d'adaptation qui entraînent un style comportemental et relationnel particulier spécifique à la personne. Le thérapeute aide le patient à identifier ces schémas, à en comprendre les origines et les mettre en relation avec ses problèmes. Parce que la thérapie des schémas, on dit, c'est la troisième vague des TCC. Donc, il y a les schémas de Beck et il y a le schéma de Jung. Donc, Jung, il dit à travers les expériences on développe هذوك les schémas وهذوك les schémas اللي كنبداو نخدموا بهم. Donc في هذا le type de thérapie كنقدروا نديروا un jeu de rôle, on prend la place ديال هذاك le parent اللي كان punitif ولا هذاك le parent اللي كان méchant, etc. pour reconstruire le schéma et la corriger. On a la relaxation. La relaxation peut être utilisée comme une forme de thérapie pour aider à réduire le stress, améliorer le bien-être général et favoriser la détente mentale et physique. Comme on a vu dans les slides اللي فاتوا, على حسب les traits de personnalité اللي كيكونوا عندنا كتكون واحد l'hyper focalisation sur les sensations corporelles. Donc la relaxation, ça permet انني ما نبقاش داير هذاك le focus sur هذيك la sensation, ça peut réduire l'hypersensibilité على les symptômes. On a l'hypnose, donc les séances favorisent le détachement par rapport au stimuli extérieur et procurent ainsi un profond état de relaxation. Il permet aussi, vu un état de transe, on fait un travail sur les expériences vécues, les canaux traumatisantes. Et avant de conclure, je vous pose la question, à votre avis, peut-on conclure, comme a cité Pierre Marty, c'est un médecin de 1809 qui a dit « L'homme est psychosomatique par définition ». Que pensez-vous? Est-ce qu'on est des psychosomatiques par définition? D'accord, merci. Merci pour votre attention.